De arte grafica de Charles-Alphonse Dufresnoy. Traduit par Roger de Pile, L'art de peindre. La peinture et la poésie sont deux sœurs qui se ressemblent si fort en toutes choses qu'elles se prêtent alternativement l'une à l'autre leur office et leur nom. On appelle la première une poésie muette et l'autre une peinture parlante. Les poètes n'ont dit que ce qui pouvait flatter l'oreille, et les peintres ont toujours cherché ce qui pouvait donner du plaisir aux yeux. Ce qui a été indigne de la plume des uns l'a été du pinceau des autres. Car pour contribuer toutes deux aux honneurs de la religion, elles s'élèvent jusque dans les cieux, et ayant les entrées libres dans le palais de Jupiter, elles jouissent de la vue et de la conversation des dieux. Elles en observent la majesté et en retiennent le langage. Pour en faire part aux hommes et leur inspirer ce feu céleste qui éclate dans leurs ouvrages. De là, elles parcourent l'univers et n'épargnent ni soin ni étude pour recueillir ce qu'elles trouvent digne d'elles. Elles fouillent dans les siècles passés, elles cherchent dans les histoires de tous les âges des sujets qui leur soient propres, et se gardent bien d'en traiter d'autres, de quelque endroit qu'ils soient tirés, de la mer, de la terre ou des cieux, que ceux qui, par leur noblesse ou par quelque accident remarquable, méritent d'être consacrés à l'éternité. C'est par ce moyen que la gloire des héros ne s'est pas éteinte avec leur vie et que ces merveilleux ouvrages, ces prodiges de l'art que nous admirons encore tous les jours, se sont heureusement conservés. Tel est l'honneur attaché à ces arts divins, telle est leur puissance. Il n'est pas nécessaire d'implorer ici le secours d'Apollon, ni celui des Muses, pour donner plus de grâce et plus d'harmonie à des vers, qui n'étant que des préceptes, n'ont pas tant besoin d'ornement que de netteté. Je ne prétends point non plus lier des mains à ces artistes dont tout le savoir consiste dans une pratique et dans une sorte de routine. Je ne veux pas étouffer le génie par un amas de règles, ni éteindre le feu d'une veine abondante et vive. J'ai plutôt dessein de faire en sorte que l'art, fortifié par les connaissances, passe son nature peu à peu, et comme par degrés, pour se transformer lui-même en un pur génie, capable de bien choisir le vrai, de faire le discernement du beau naturel d'avec le bas, le mesquin, et d'acquérir parfaitement par l'exercice et l'habitude toutes les règles et tous les secrets de l'art. La principale et la plus importante partie de la peinture est de savoir connaître ce que la nature a fait de plus beau et de plus convenable à cet art, pour en faire le choix suivant le goût et la manière des anciens. Car hors de là, tout n'est qu'une barbarie aussi téméraire qu'aveugle, qui néglige ce qu'il y a de plus beau et qui semble insulter avec audace à un art qu'elle ne connaît point, ce qui a donné lieu aux anciens de dire que rien n'est plus rempli de confiance ou de présomption qu'un mauvais peintre et un méchant poète. Nous aimons ce que nous connaissons, nous désirons ce que nous aimons, nous poursuivons les choses que nous avons désirées, et nous arrivons à la fin, au bout, où nous courons avec constance. Cependant, ne vous attendez pas que le hasard vous fasse trouver infailliblement les belles choses. Quoique celles que nous avons sous les yeux soient vraies, naturelles, elles ne sont pas toujours d'usage pour la bienséance et pour l'ornement, car ce n'est pas assez d'imiter de point en point et d'une manière basse toutes sortes de natures. Il faut encore que le peintre, arbitre souverain de son art, n'en prenne que ce qu'elle a de plus beau, qu'il sache même en réparer les défauts, et qu'il n'en laisse point échapper les beautés fugitives et passagères. Comme la seule pratique destitue
destituée des lumières de l'art, est toujours prête à tomber dans le précipice comme une aveugle, sans pouvoir rien produire qui contribue à une solide réputation. Ainsi la théorie, sans l'aide de la main, ne peut jamais atteindre à la perfection qu'elle s'est proposée, mais est comme enchaînée dans son inaction et languit. Ce n'est pas avec la langue qu'Appelle a produit de si beaux ouvrages. Quoiqu'il y ait dans la peinture plusieurs choses dont on ne saurait donner des préceptes si justes, parce que souvent les plus belles choses ne peuvent s'exprimer faute de termes, j'en donnerai pourtant quelques-uns que j'ai choisis parmi les plus beaux que nous ayons de la nature, savante maîtresse, dont j'ai joint l'étude à celle des chefs-d'œuvre de l'Antiquité qui font les premiers modèles de l'art. C'est par ce moyen que se cultive l'esprit et les dispositions naturelles, que la science perfectionne le génie et met un frein à cette fureur de veine qui ne se retient dans aucune borne et qui ne produit souvent que des monstres. Car il y a dans les choses un milieu et de certaines bornes hors desquelles il ne peut rien subsister de bien. Cela posé, il faudra choisir un sujet beau, noble et capable de toutes les grâces et de tous les charmes que peuvent recevoir les couleurs et l'élégance du dessin, un sujet où l'art parfait se déploie et qui lui fournisse une ample matière, un champ vaste pour développer toutes ses ressources et faire voir quelque chose de fin et de judicieux qui soit plein de sel et propre à éclairer ses esprits. J'entre en matière et je trouve d'abord une toile nue, sur laquelle il faut disposer toute la machine de votre tableau et la pensée d'un génie facile et puissant, ce que nous appelons invention. C'est une muse qui réunit les avantages de ses sœurs et qui, échauffée du feu d'Apollon, s'élève de plus en plus au-dessus d'elle-même. En cherchant les attitudes, il est à propos de prévoir et l'effet et l'harmonie des lumières et des ombres avec les couleurs qui doivent entrer dans le tout, pour prendre des unes et des autres ce qui peut contribuer davantage à produire un bel effet. Que vos compositions soient conformes aux textes des anciens auteurs, aux coutumes, au temps. Que rien d'étranger ou d'inutile au sujet n'entre dans votre tableau et n'en vienne occuper la principale place. Mais imitez ici Melpomène, la tragédie sœur de la peinture, qui déploie toutes les forces de son art où le sort de l'action se passe. Cette partie si rare et si difficile ne s'acquiert ni par le travail, ni par l'éveil, ni par les conseils, ni par les préceptes des maîtres. Il n'y a que ceux qui ont reçu en naissant quelque partie de ce feu divin que Prométhée déroba du ciel, qui soient capables de recevoir un don si précieux, comme il n'est pas permis à tout le monde d'aller à Corinthe puiser les arts dans leur source. Ce fut chez les Égyptiens que parut pour la première fois la peinture, dans ses commencements très informes. Depuis, ayant passé aux Grecs qui la cultivèrent avec une ardeur égale à la beauté de leur génie, elle se perfectionna tellement qu'elle semblait surpasser même la nature. Entre les académies que formèrent ces grands hommes et ces rares génies, on en compte 4 principales: Athènes, Sicyon, Rhodes et Corinthe. Elles différaient peu entre elles, et seulement par la manière, ainsi qu'on le voit par les antiques, qui sont la règle de la beauté, est telle que les siècles suivants n'ont rien produit de semblable, quoiqu'on s'en soit pas si fort éloigné pour la science et l'exécution. C'est donc dans leur goût qu'on choisira une attitude, dont les membres soient grands et amples et inégaux dans leur position, en sorte que ceux de là devant contrastent ceux qui sont derrière, et qu'ils soient tous également balancés sur leur centre.
Les parties doivent avoir leur contour en onde et ressembler à la flamme ou au serpent lorsqu'il se replie en rampant. Ces contours seront coulants, grands et presque imperceptibles au toucher, comme s'il n'y avait ni éminence ni cavité. Qu'ils soient conduits de loin sans interruption pour en éviter le grand nombre. Que les muscles soient bien insérés et bien liés selon la connaissance qu'on donne l'anatomie. Qu'ils soient dessinés à la grecque et qu'ils paraissent peu, comme nous le montrent les figures antiques. Qu'il y ait enfin un parfait accord des parties avec le tout et qu'elles soient respectivement bien ensemble. Que la partie qui en produit une autre soit plus puissante que celle qu'elle produit et qu'on voie le tout d'un même point de vue. Quoique la perspective ne puisse pas être appelée une règle certaine ou un achèvement de la peinture, elle est d'un grand secours dans cet art et un moyen facile pour opérer. Cependant, elle tombe assez souvent dans l'erreur en nous faisant voir des choses sous un faux aspect, car les corps ne sont pas toujours représentés selon le plan géométral, mais tels qu'ils sont vus. La forme des visages, l'âge et la couleur, non plus que les cheveux, ne doivent pas se ressembler dans toutes les figures, parce que la même différence qui est entre les régions est parmi les hommes. Que chaque membre soit fait par sa tête, qu'il s'accorde avec elle, et que tous ensemble ne composent qu'un corps avec les draperies convenables, enfin que les figures auxquelles on ne peut donner de la voix imitent du moins l'action des muets. Que la principale figure du sujet paraisse au milieu du tableau, sous la principale lumière, qu'elle ait quelque chose qui la fasse remarquer par-dessus les autres, et que les figures qui l'accompagnent ne la dérobent point à la vue. Que les membres soient groupés ainsi que les figures, c'est-à-dire accouplés et ramassés ensemble, et que les groupes soient séparés d'un vide pour éviter un papillotage, qui venant des parties dispersées mal à propos, embarrassées les unes dans les autres, et comme fourmillantes, divisent la vue en plusieurs rayons et causent une confusion désagréable. Il ne faut pas que les figures d'un même groupe se ressemblent dans leurs mouvements, non plus que dans leurs membres, ni qu'elles se portent toutes de même côté. Mais il faut qu'elles se contrastent en se portant d'un côté tout contraire à celles qui les traverseront. Que parmi plusieurs figures qui montrent le devant, il y en ait quelqu'une qui se fasse voir par derrière, opposant les épaules à l'estomac et le côté droit à gauche. Qu'un des côtés du tableau ne reste pas vide, pendant que l'autre est rempli jusqu'au haut, mais que l'on dispose si bien les choses que si d'un côté le tableau est plein, on prenne l'occasion de remplir l'autre, en sorte qu'ils paraissent en quelque façon égaux, soit qu'il y ait beaucoup de figures, ou qu'elles soient en petit nombre. Comme une comédie est rarement bonne quand il y en a trop grand nombre d'acteurs, de même il est bien rare et presque impossible de faire un tableau parfait, lorsqu'ils y trouvent une grande quantité de figures. Et l'on ne doit pas étonner que si peu de peintres en aient introduit avec succès un grand nombre, puisqu'à peine on peut en trouver qui aient réussi dans les tableaux mêmes, ou s'ils n'ont mis que bien peu. Tant d'objets dispersés apportent nécessairement de la confusion, et ôtent cette majesté grave et ce doux silence qui font la beauté d'un tableau et la satisfaction des yeux. Cependant, si vous y êtes contraint par le sujet, il faudra concevoir le tout ensemble et l'effet de l'ouvrage comme tout d'une vue,
et non pas chaque chose en particulier. Que les extrémités des jointures soient rarement cachées et que les pieds ne le soient jamais. Les figures qui sont derrière les autres n'ont ni grâce ni vigueur, si le mouvement des mains n'accompagne celui de la tête. Fuyez les vues difficiles, les peu naturelles, les actions et les mouvements forcés, ainsi que toutes les parties désagréables à voir comme font les raccourcis. Fuyez encore les lignes et les contours égaux qui font des parallèles et d'autres figures à pont ou géométrales, comme des carrés, des triangles, et toutes celles enfin qui, pour présenter trop d'ordre, font une certaine symétrie ingrate qui ne produit d'aucun bon effet. Mais, comme nous l'avons déjà dit, les principales lignes doivent se contraster l'une l'autre. C'est pourquoi dans tous les contours, vous aurez principalement égard au tout ensemble, car c'est de lui que proviennent la beauté et la force des parties. Ne soyez pas si fort attachés à la nature, que vous ne donniez rien à vos études ni à votre génie, mais aussi ne croyez pas que votre génie est la seule mémoire des choses que vous avez vues. Vous fournissent assez pour faire un beau tableau, sans l'aide de cette incomparable maîtresse que vous devez toujours avoir présente comme un témoin de la vérité. On peut commettre une infinité de fautes, de toute façon. Elles se trouvent partout aussi fréquentes et aussi épaisses que les arbres dans une forêt. Et parmi quantité de chemins qui égarent, il ne s'en trouve qu'un qui puisse conduire heureusement au but que l'on se propose. De même que parmi plusieurs lignes courbes, il ne s'en trouve qu'une droite. Ce qu'il y a ici à faire, c'est d'imiter la belle nature comme ont fait les anciens, et de la choisir telle que l'objet la demande. Pour cela, vous serez soigneux de rechercher les médailles antiques, les statues, les vases, les bas-reliefs et tout ce qui fait connaître les pensées et les inventions des Grecs, parce qu'elles nous donnent de grandes idées et nous font produire de belles choses. Après les avoir bien examinées, vous y trouverez tant de charme que vous aurez compassion de la destinée de notre siècle, où il n'y a pas la moindre espérance qu'on puisse jamais arriver à ce point. Si vous n'avez qu'une figure à traiter, il faut qu'elle soit parfaitement belle et diversifiée de plusieurs couleurs. Que les draperies soient jetées noblement, que les plis en soient amples, et qu'ils suivent l'ordre des parties en les faisant voir par-dessous par le moyen des lumières et des ombres, que ces mêmes parties soient souvent traversées par le coulant des plis qui flottent alentour, mais que ces plis n'y soient point trop adhérents ou collés, et qu'ils les marquent seulement par la juste distribution des ombres et des clairs, comme s'ils ne faisaient que les caresser. Si ces parties se trouvent trop écartées les unes des autres, en sorte qu'il y ait des vides où il se rencontrent des brins, il faudra placer dans le vide quelques plis pour les accoupler. Comme la beauté des membres ne consiste pas dans la quantité des muscles, et qu'au contraire ceux qui en font le moins paraître ont plus de majesté que les autres, de même, la beauté des draperies ne consiste pas dans la quantité des plis, mais dans un ordre simple et naturel. Il y faut encore observer que la qualité des personnes, ainsi vous donnerez aux magistrats des draperies fort amples, aux paysans et aux esclaves, elles seront grosses et retroussées, aux filles, elles seront tendres et légères. Il fera bon quelquefois de tirer des endroits creux quelques plis et de le faire enfler afin que, recevant du jour, il contribue à étendre le clair aux endroits où la masse le demande, et que, par ce moyen, il vous ôte des ombres dures
qui ne font que des tâches. Les attributs des vertus contribuent beaucoup par leur noblesse à l'ornement des figures, telles que les sciences, la guerre et la religion, mais que l'ouvrage ne soit pas trop enrichi d'or ni de pierreries, parce que les plus rares sont les plus chères et les plus précieuses, et celles qui font le grand nombre sont les plus communes et se donnent pour un prix médiocre. Il fera bon de faire un modèle des choses dont le naturel est difficile à tenir, et dont nous ne pouvons pas disposer comme il nous plaît. Que l'on considère les lieux où l'on met la scène du tableau, les pays d'où sont ceux que l'on y fait paraître, leur façon de faire, leurs coutumes, leurs lois, et ce qui en établit la bienséance. Que l'on remarque dans tout ce que vous faites de la noblesse et de la grâce, mais à dire le vrai, c'est une chose très difficile et un présent très rare que l'homme reçoit plutôt du ciel que de ses études. Il faut suivre en toute chose l'ordre de la nature. C'est pourquoi vous vous garderez bien de peindre des nuées, des vents, des tonnerres dans les lambris qui sont près des pieds, et l'enfer ou les eaux dans les plafonds. Vous ne ferez pas aussi porter sur une perche un colosse de pierre, mais que toute chose soit dans la place qui lui est convenable. D'exprimer avec cela les mouvements des esprits et les affections secrètes du cœur, en un mot, de faire avec un peu de couleur que l'âme soit en quelque sorte visible. C'est tout consiste la plus grande difficulté. Nous en voyons assurément bien peu que le ciel est en cela regardé d'un œil favorable. Aussi n'appartient-il qu'à ces esprits qui participent en quelque chose de la divinité, d'opérer de si grandes merveilles. Je laisse au rhéteur à traiter des caractères des passions. Je me contente seulement de rapporter ce qu'on disait autrefois un excellent maître. Les mouvements de l'âme qui sont étudiés ne sont jamais si naturels que ceux qui se voient dans la chaleur d'une véritable passion. N'ayez aucun goût pour les ornements gothiques, monstres produits par ces déplorables siècles où la discorde et l'ambition causées par la trop grande étendue de l'Empire romain, après avoir répandu partout la guerre, la peste et la famine, firent périr les monuments et les arts. La peinture alors vit consumer par le feu ce qu'elle avait de plus admirable. On la vit se cacher dans des souterrains et confier à des grottes obscures ce qu'elle avait pu sauver des flammes. La sculpture d'un autre côté fut ensevelie sous les marbres qu'elle-même avait enfouis. Cependant l'Empire romain, abattu sous le poids des crimes et indigne de la lumière, se trouva enveloppé d'une nuit affreuse, qui le plongea dans un abîme d'erreur et couvrit des ténèbres de l'ignorance ces siècles impies et malheureux. De là vient qu'il n'est presque rien resté de la peinture et du coloris de ce grand maître de la Grèce, qui puisse aider nos artistes par rapport à l'invention et à la manière. Aussi ne voit-on personne qui rétablisse la chromatique au point que la porta Zeuxis, quand par la magie de son pinceau et la beauté de son coloris, il égala le fameux Apelle, le prince des peintres, et s'acquit immortalité qui répandit son nom par toute la terre. Cette partie qu'on peut regarder comme l'âme et l'achèvement de la peinture est une beauté trompeuse mais agréable. On l'appelait la proxénète et la dame d'atour de sa sœur, mais son adresse à la produire, à la farder même quelquefois, et à nous dérober ses défauts
au lieu de la déshonorer, n'a servi qu'à la faire estimer davantage. Il est donc très avantageux de la connaître. La lumière produit toutes sortes de couleurs, et l'ombre n'en donne aucune. Plus un corps nous est directement opposé et près de la lumière, plus il est éclairé, parce que la lumière s'affaiblit en s'éloignant de sa source. Plus un corps est près des cieux, et l'heure est directement opposée, mieux il se voit, car la vue s'affaiblit en s'éloignant. Il faut donc que les corps ronds qui sont vus vis-à-vis un angle droit soient de couleur vive et forte, et que les extrémités tournent en s'en perdant insensiblement et confusément, sans que le clair se précipite tout d'un coup dans l'obscur, ni l'obscur aussi tout d'un coup dans le clair, mais il se fera un passage commun et imperceptible des clairs dans les ombres et des ombres dans les clairs. C'est conformément à ces principes qu'il faut traiter tout un groupe de figures, quoique composé de plusieurs parties, comme vous feriez une seule tête, soit qu'il y ait deux groupes ou qu'il y en a trois, ce qui doit être tout au plus, si votre composition le demande, et prenez garde qu'ils soient détachés les uns des autres. Vous ménagerez si bien les couleurs, les clairs et les ombres, que vous ferez paraître les corps éclairés par des ombres qui arrêtent la vue, qui ne lui permettent pas sitôt d'aller plus loin, et qui la fassent reposer pour quelque temps, et réciproquement vous rendrez les ombres sensibles par un fond éclairé. Vous donnerez le relief et la rondeur au corps de la même façon que le miroir convexe vous le montre, car nous voyons les figures et toutes les autres choses qui avancent plus fortes et plus vives que le naturel même, et celles qui tournent sont de couleur rompue, comme étant moins distinguées et plus près des bords. Le peintre et le sculpteur, dans leurs différents travaux, doivent suivre à peu près la même conduite et tendre au même but. Ce que le sculpteur abat et arrondit avec le fer, le peintre le fait avec son pinceau. Il chasse derrière ce qui doit moins paraître par la diminution et la rupture de ses couleurs. Il tire au contraire en dehors par les teintes les plus vives et les ombres les plus fortes, ce qui est directement opposé à la vue comme étant plus sensible et plus distingué. Enfin, il met sur la toile nue des couleurs empruntées de la nature, qu'il ne doit voir que d'un seul endroit et d'un même coup d'œil, et sans se remuer, il semble tourner autour de la figure qu'il représente. Quand ces corps solides, sensibles au toucher et opaques se trouvent sur des champs lumineux et transparents, comme le ciel, les nuées, les eaux et toute une autre chose vague et vide d'objets, ils doivent être plus fermes et plus marqués que ce qui les environne, afin qu'étant plus forts par le clair et l'obscur, ou par des couleurs plus sensibles, ils puissent subsister et conserver leur solidité par ces espèces aériennes et diaphanes, et que ces fonds au contraire, c'est-à-dire le ciel, les nuées et les eaux, étant plus clairs et plus unis, ils s'en éloignent davantage. On ne peut pas admettre deux jours égaux dans un même tableau, mais le plus grand doit frapper fortement le milieu et étendre la plus grande lumière aux endroits où sont les principales figures et où se passe le fort de l'action, en diminuant du côté des bords à mesure qu'il en approche, et de la même façon que la lumière du soleil s'affaiblit insensiblement dans son étendue depuis le levant qui est son origine jusqu'au couchant, où elle vient se perdre. Ainsi la lumière de votre tableau
distribuée sur toutes vos couleurs, fera moins sensible si elle est moins près de la source. L'expérience en est palpable dans les statues que l'on voit au milieu des places publiques et dont les parties supérieures sont plus éclairées que les inférieures. Vous les imiterez donc dans la distribution de vos lumières. Évitez les ombres fortes sur le milieu des membres, de peur que le trou de noir qui compose ces ombres ne semble entrer dedans et les couper. Cherchez plutôt à les placer alentour pour relever davantage les parties, et prenez votre jour si avantageux qu'après de grandes lumières vous trouviez de grandes ombres. On dit, et le fait est vrai, que le Titien n'avait pas de meilleure règle pour la distribution des clairs et des bruns que la grappe de raisin. Le blanc tout pur avance ou recule indifféremment. Il s'approche avec du noir et s'éloigne sans ce secours, mais le noir tout pur est ce qui s'approche le plus. La lumière altérée de quelque couleur, ainsi que l'air par lequel elle passe, ne manque point de la communiquer au corps qu'elle frappe. Les corps qui sont ensemble reçoivent les uns des autres la couleur qui leur est opposée et se réfléchissent réciproquement celle qui leur est propre et naturelle. Il faut que la plupart des corps qui sont sous une lumière étendue et distribuée également partout tiennent de la couleur les uns des autres. Les Vénitiens, qui se sont particulièrement attachés à cette règle que les anciens appelaient rupture de couleur, dans la quantité de figures dont ils ont rempli leur tableau, ont toujours cherché l'union des couleurs, de peur qu'étant trop différentes, elles ne vinssent à embarrasser la vue par leur confusion avec la quantité des membres séparés par leurs plis, qui sont encore en assez grand nombre. Pour cet effet, ils ont peint leurs draperies de couleurs qui approchent les unes des autres, et ils ne les ont presque distinguées que par la diminution du clair-obscur, en accouplant les objets contigus par la participation de leurs couleurs, et en liant ainsi d'amitié les lumières et les ombres. Moins il y a d'espace entre nous et l'objet, et plus l'air est pur, plus les espèces se conservent et se distinguent. Au contraire, plus il y a d'air et moins il est pur, plus l'objet se confond et se brouille. Les objets qui sont sur le devant doivent être toujours plus finis que ceux qui sont derrière, et doivent dominer sur les choses qui sont confondues et fuyantes, mais il faut que cela se fasse relativement, c'est-à-dire qu'une chose plus grande et plus forte en chasse derrière une plus petite et la rende moins sensible par son opposition. Les choses qui sont fort éloignées, quoiqu'en grand nombre, ne feront qu'une masse, de même que les feuilles des arbres et les flots de la mer. Que les objets qui doivent être contigus ne soient point séparés, et que ceux qui doivent être séparés ne le paraissent, mais que cette séparation soit peu marquée et ménagée agréablement. Que jamais deux extrémités contraires ne se touchent, soit en couleur, soit en lumière, mais qu'il y ait un milieu participant de l'un et de l'autre. Les corps seront partout différents de ton et de couleur, que ceux qui sont derrière se lient et s'unissent bien, et que ceux de devant soient forts et pétillants. C'est prendre une peine inutile que d'introduire dans un tableau un grand jour de midi, vu que nous n'avons point de couleur qui puisse jamais y atteindre.
il est plus à propos de prendre une lumière plus faible, comme celle du soir dont le soleil dore les campagnes, ou celle du matin dont la blancheur est modérée, ou celle qui paraît après une pluie lorsque le soleil n'éclaire qu'au travers des nuages, ou celle que les nuées nous dérobent pendant un tonnerre et qu'elles nous font paraître rougeâtres. Les corps polis comme les cristaux, les mataux, les bois, les os et les pierres, ceux qui sont couverts de poils, comme les peaux, la barbe et les cheveux, ainsi que la plume, la soie et les yeux qui font naturellement à queue, ceux qui sont liquides comme les eaux, les espèces corporelles que nous y voyons réfléchies, et enfin tout ce qui touche ou avoisine les eaux doivent être beaucoup et uniment peints par-dessous, mais touchés fièrement par-dessus des clairs et des ombres qui leur conviennent. Que le champ du tableau soit vague, fuyant léger, bien uni d'ensemble de couleurs amies, et fait d'un mélange où il entre de toutes les couleurs qui composent l'ouvrage comme serait le reste d'une palette, et que réciproquement les corps participent de la couleur de leur champ. Que vos couleurs soient vives, sans pourtant donner, comme on dit, dans la farine, que les parties plus élevées et plus près de vous soient fortement empâtées de couleurs brillantes, et qu'au contraire celles qui tournent en soient peu chargées. Qu'il y ait une harmonie dans les masses de votre tableau, que toutes les ombres n'en paraissent qu'une, que votre tableau soit tout d'une pâte, et évitez, tant que vous pourrez, de peindre sec. Le miroir vous fera faire quantité de belles découvertes dans la nature, et vous en ferez aussi dans les objets vus le soir en éloignement dans les endroits spacieux. Si vous avez à peindre une demi-figure ou une figure entière qui soit devant plusieurs autres, il faut qu'elle paraisse près de la vue. Et si vous avez à la faire dans un grand espace et qu'elle soit éloignée des yeux, n'y épargnez pas les plus grands clairs, les couleurs les plus vives et les plus fortes ombres. Pour le portrait, il faut faire précisément ce que la nature vous montre, travaillant en même temps aux parties qui se ressemblent, comme les yeux, les joues, les lèvres et les narines, en sorte que vous touchiez à l'une sitôt que vous aurez donné un coup de pinceau à l'autre, afin que le temps et l'interruption ne vous fassent point perdre l'idée d'une partie que la nature a produite pour ressembler à l'autre. C'est en imitant ainsi trait pour trait toutes les parties avec une juste et harmonieuse composition de clair-obscur et de couleurs, et en donnant à votre portrait cet éclat, ce feu que produisent la vigueur et la facilité du pinceau, qu'il paraîtra plein de vie. Les ouvrages peints dans les petits lieux doivent être fort tendres et fort unis de tons et de couleurs, dont les degrés seront plus variés et plus fiers si l'ouvrage est plus éloigné et si vous faites de grandes figures, qu'elles soient de couleurs fortes et dans les lieux spacieux. Peignez le plus tendrement qu'il vous sera possible et faites perdre insensiblement vos lumières larges dans les ombres qui les suivent et qui les entourent. Si votre tableau doit être placé dans un lieu éclairé d'une petite lumière, les couleurs en doivent être fort claires et fort brunes si le lieu est fort éclairé, ou si c'est en plein jour. Souvenez-vous d'éviter les objets pleins de trous, brisés en pièces très menues ou séparés en lambeaux. Fuyez aussi les objets extraordinaires et qui peuvent choquer la vue.
ceux qui sont trop bigarrés de couleurs, et tout ce qui est d'une égale force d'ombre et de lumière. Évitez encore les obscénités, les choses dégoûtantes et désagréables, celles qui peuvent inspirer de l'horreur, les objets chimériques, ceux qui sont malpropres et qui sentent la misère. En un mot, ceux qui peuvent blesser les sens et tout ce qui corrompt sa forme par une confusion de parties embarrassées les unes dans les autres, car les yeux ont horreur des choses que les mains ne voudraient pas toucher. Mais pendant que vous vous efforcez d'éviter un vice, prenez garde de ne point tomber dans un autre, car le bien est entre deux extrémités également blâmables. Les choses souverainement belles et dans le degré de perfection qu'ont établi les chefs-d'œuvre de l'Antiquité doivent avoir du grand et les contours nobles. Elles doivent être démêlées, pures, sans altération, nettes et liées ensemble, composées de grandes parties, mais en petit nombre, et distinguées de couleurs fières, mais toujours amies. On dit que celui qui a bien commencé a fait la moitié de son ouvrage. Ainsi rien n'est plus pernicieux à un jeune homme qui est dans les éléments de la peinture que d'entrer sous la discipline d'un maître ignorant qui lui gâte le goût par les erreurs de toute espèce dont ses ouvrages sont remplis et que l'infecte pour toute la vie de ses mauvais principes. Que celui qui commence ne se hâte point d'étudier d'après nature et de composer d'après cette étude, qu'il ne sache auparavant les proportions, l'attachement des parties et leurs contours, qu'il n'ait bien examiné les excellents originaux et qu'il ne soit bien instruit des doux prestiges de son art, qu'il doit apprendre d'un grand maître plutôt par la pratique et en le voyant faire qu'en l'écoutant seulement parler. Cherchez tout ce qui peut aider votre art et ce qui lui convient. Fuyez tout ce qui lui répugne. Les corps de diverses natures groupés ensemble sont agréablement à la vue, aussi bien que les choses qui paraissent être faites avec facilité parce qu'elles ont comme un esprit et un feu céleste qui les anime, mais vous ne ferez les choses avec cette facilité qu'après les avoir longtemps méditées. Ce n'est que par là que vous cacherez par une agréable tromperie la peine que vous aura donnée votre ouvrage, car il y a un art infini à n'en laisser apercevoir aucun. Ne donnez jamais un coup de pinceau qu'auparavant vous n'ayez bien examiné votre dessin. Arrêtez vos contours et que vous n'ayez présent dans l'esprit l'effet de votre ouvrage. Que l'œil soit satisfait, préférablement à toute raison qui fait naître les difficultés dans un art fait principalement pour la vue, et que le compas soit plutôt dans les yeux que dans la main. Profitez des avis des vrais connaisseurs et ne négligez pas par présomption d'apprendre ce qu'on pense de vos ouvrages. Tout le monde est aveugle dans ses propres affaires et ne peut être juge dans sa propre cause. Tout le monde encore aime ses enfants et se plaît dans ses productions. Si vous n'avez point d'amis éclairés qui vous aident de son conseil, celui du temps ne vous manquera pas. Quand vous aurez laissé passer quelques semaines ou quelques jours sans voir votre ouvrage, il vous en découvrira les beautés et les défauts. Ne vous laissez pourtant pas aller trop facilement aux avis du premier venu, qui souvent parlera sans connaissance, et n'abandonnez pas votre génie pour changer trop légèrement ce que vous avez fait, car celui qui se flatte de la veine
espérance de réunir les suffrages de la multitude dont les jugements sont inconsidérés, et change à toute heure, se nuit à soi-même et ne plaît à personne. Comme le peintre a coutume de se peindre dans ses ouvrages, dont la nature est accoutumée à produire son semblable, il est bon qu'il se connaisse soi-même, afin de cultiver les talents naturels qui font son génie, et de ne perdre point son temps à la recherche de ceux que la nature lui a refusés. De même que les fruits n'ont jamais le goût, ni les fleurs la beauté qui leur est naturelle lorsqu'ils sont un fond étranger, et qu'on les fait devancer leur saison par une chaleur artificielle, ainsi vous avez beau peiner vos ouvrages, si c'est malgré votre génie et contre la nature, ils ne réussiront jamais. En méditant sur ces vérités, en les observant soigneusement et faisant toutes les réflexions nécessaires que le travail de la main accompagne votre étude, qu'il la féconde et la soutienne, sans pourtant émousser la pointe du génie et en abattre la vigueur par trop d'exactitude. La plus belle et la meilleure partie de nos jours est le matin. Employez-le donc au travail qui demande le plus de soin et d'application. Qu'aucun jour ne se passe sans tracer quelques lignes. Remarquez par les rues les airs de tête, les attitudes et les expressions naturelles qui seront d'autant plus libres qu'elles seront moins observées. Soyez prompt à mettre sur les tablettes que vous aurez toujours prêtes tout ce que vous en jugerez digne, ou sur la terre, ou sur les eaux, ou dans l'air, pendant que les espèces sont encore fraîches dans votre esprit. La peinture ne se plaît pas trop dans le vin ni dans la bonne chair, si ce n'est afin que l'esprit, épuisé par le travail, reprenne une nouvelle vigueur dans l'entretien de nos amis. Elle ne se plaît pas non plus dans l'embarras des affaires ni dans les procès, mais dans la liberté du célibat. Elle s'éloigne autant qu'elle peut du bruit et du tumulte pour jouir du repos de la campagne, parce que dans le silence on n'est plus disposé à s'appliquer fortement au travail et à produire des idées qui demeurent toujours présentes jusqu'à la fin de l'ouvrage, dont on embrasse le tout ensemble plus commodément. Que les avares soins de devenir riches ne vous fassent pas négliger votre réputation. Contentez-vous plutôt d'une fortune médiocre, ne songez qu'à acquérir pour toute récompense de vos ouvrages un nom glorieux qui ne périra qu'avec les siècles. Les qualités d'un excellent peintre sont d'avoir le jugement bon, l'esprit docile, le cœur grand, les sentiments élevés, de la ferveur, de la santé, de la jeunesse, une figure agréable, une fortune honnête, le goût du travail, l'amour de son art et d'être sous la discipline d'un savant maître. Mais avec tous ces avantages qui sont grands, quelque occasion de travailler que la fortune vous présente, si vous n'avez le génie ou les dispositions naturelles que demande votre art, vous ne parviendrez jamais à la perfection. Car il y a bien loin de ce que peut faire la main à cette sorte d'intelligence que donne une heureuse naissance et un beau génie. Les plus belles choses ne passent pour telles aux sentiments des habiles gens que pour être moins mal que les autres, car personne ne voit ses défauts et la vie est si courte qu'elle ne suffit pas pour un art de si longue haleine. Les forces nous manquent lorsque dans notre vieillesse nous commençons à acquérir quelque habileté,
Elle nous accable à mesure qu'elle nous instruit, et ne souffre jamais dans les membres que le froid des ans glacés, l'ardeur vive et bouillante de la jeunesse. Évertuez-vous donc, enfant de Minerve, qui êtes né sous l'influence d'un astre favorable, vous qu'elle échauffe de son feu, qu'elle attire à l'amour de la science et qu'elle a choisi pour ses nourrissants, employez toutes les forces de votre esprit à un art qui les demande toutes, pendant que la jeunesse vous les fournit, qu'elle y donne même de la pointe et de la vigueur, pendant que votre imagination pure et vide de toute erreur n'a encore pris aucune mauvaise teinture, ou qu'avide d'idées nouvelles, elle se remplit des premières espèces qui se présentent en foule, et les confie à la mémoire qui, toute fraîche encore, est en état de les conserver plus longtemps. Tel sera l'ordre de vos études. Commencez par la géométrie, et après en avoir appris quelque chose, mettez-vous à dessiner d'après les antiques Grecs. Ne vous donnez point de relâche, ni jour ni nuit, que vous n'ayez acquis par une pratique continuelle l'habitude et la facilité d'imiter leurs inventions et leurs manières. Lorsque le jugement sera formé par l'expérience et dans sa maturité, il sera bon de voir et d'examiner successivement dans le plus grand détail, suivant l'ordre que nous avons prescrit et les règles que nous avons données ci-dessus, les ouvrages qui ont fait la réputation des maîtres de la première classe, c'est-à-dire des peintres romains, vénitiens, parmesans, bolonais, etc. Parmi tous ces excellents hommes, Raphaël a eu l'invention en partage. C'est elle qui lui a fait faire autant de merveilles que de tableaux. On remarque dans ses ouvrages une certaine grâce qui lui était particulière et naturelle, et que personne n'a pu depuis se rendre aussi familière. Michel-Ange a possédé puissamment la partie du dessin où il excellait. Jules Romain, élevé dès son enfance parmi les muses, prodigue toutes les richesses du Parnasse, et par une poésie pittoresque offre à nos regards le sanctuaire même d'Apollon. Spectacle qui semblait jusqu'alors n'avoir point été fait pour les yeux, et que nous ne connaissions que par le récit des poètes. Ce grand maître semble avoir peint avec plus de magnificence et plus de noblesse que jamais l'Antiquité même n'ont pu donner à ces objets. Les fameuses guerres où la fortune, pour faire éclater sa puissance, a fait triompher les héros, et les autres événements qui sont l'ornement de l'histoire. Le Corrège s'est rendu recommandable pour avoir donné de la force à ses figures, sans y mettre d'ombre que tout autour. Encore sont-elles si bien mêlées et confondues avec l'éclair qu'elles sont presque imperceptibles. Il est encore unique dans sa grande manière de peindre et dans la facilité qu'il a eue à manier les couleurs. Le Titien a si bien entendu l'union, les masses et les corps, les couleurs, l'harmonie des tons et la disposition du tout ensemble, qu'outre le nom de divin qu'il a mérité, il s'est vu comblé d'honneur et de bien. Le soigneux Annibal Carrach a pris de tous ces grands hommes ce qu'il en a trouvé de bon, et on a fait comme un précis qu'il a converti en sa propre substance. C'est un grand moyen pour profiter beaucoup que de copier avec soin les excellents tableaux et les beaux dessins. Mais la nature présente aux yeux vous en apprendra bien davantage. Elle seule augmente la force du génie, et c'est d'elle que l'art tire sa perfection par le moyen de l'expérience. Je passe sous silence beaucoup de choses que vous apprendrez par mon commentaire.
Ces préceptes auxquels j'ai réduit mes vues sont nés des réflexions que j'ai faites sur les vicissitudes du temps qui emportent tout jusqu'aux arts, et j'ai cru devoir les confier aux muses garantes de l'immortalité. Je composai cet ouvrage à Rome, dans le temps que Louis, l'honneur des Bourbons et le vengeur de ses aïeux, lançait ses foudres sur les Alpes, qu'il abattait les citadelles et les remparts de ses ennemis, qu'un nouvel Alcide étouffait le lion d'Espagne.